Bonjour à tous. En l'absence d'informations précises de la part des autorités soviétiques, il est bien difficile ce matin de se faire une idée très exacte des conséquences de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le monde n'a pas idée de ce qu'est cette catastrophe. Aidez-nous. Le 26 avril 1986, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Elle projette alors des nombreux radioéléments dans l'atmosphère. Cet accident, il est survenu dans une période assez tendue au niveau mondial. On est en pleine guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Puisqu'il faut savoir, à l'époque, la centrale de Tchernobyl se trouve sur le territoire ukrainien, qui était anciennement appelé la République soviétique socialiste d'Ukraine, sur le territoire de l'URSS. Sur l'échelle internationale des catastrophes nucléaires, Tchernobyl est au niveau 7, c'est le niveau le plus élevé jamais atteint, surtout en 1986 qui était la première catastrophe nucléaire majeure. Comme exemple, en 2001, Fukushima est du même niveau que celle de Tchernobyl. Cependant, Tchernobyl la surpasse bien aisément au niveau de l'impact environnemental. Remontons en 1986, quelques heures avant la catastrophe de Tchernobyl. Initialement, la centrale nucléaire de Tchernobyl effectuait un test d'îlotage qui en fait permet d'isoler le réacteur nucléaire et de s'auto-alimenter, tout en restant complètement coupé du système électrique extérieur. À la suite d'une panne dans la journée, le feu vert de cette expérience fut donné à 23h04. C'est le point de départ qui va mener à toute la catastrophe que l'on connaît aujourd'hui. Pour effectuer ce test, le réacteur nucléaire doit être abaissé à 200 MW. Vers minuit 5, soit une heure après le feu vert, le réacteur nucléaire atteint les 700 MW et continue de baisser jusqu'à 500 MW. C'est à partir de ce moment-là que le chef de l'expérience qui est en train d'être menée va commettre la première erreur. Je suis pas ingénieur en physique nucléaire, mais il va enfoncer des barres de commande ou des barres de contrôle trop loin dans le réacteur, baissant le nombre de neutrons et donc la réaction en chaîne. Il fait donc automatiquement chuter la puissance du réacteur à 30 MW, qui est bien trop bas alors qu'on doit atteindre juste 200 MW. Cela va provoquer un empilement du réacteur au xénon 135. Le xénon 135, qui est un isotope du xénon, a pour effet d'absorber les neutrons, qui donc baisse la puissance du réacteur et donc permet de l'étouffer. Mais elle a aussi comme effet de provoquer des grandes oscillations de puissance dans le réacteur nucléaire lui-même. Là, il y a un problème, c'est que le réacteur nucléaire ne fournit pas assez de puissance. On a 30 MW alors qu'on devrait en avoir 200. Et du coup, il va y avoir une deuxième erreur du chef, c'est qu'il va retirer les barres de bore. Alors le bore, c'est une matière qui permet de stabiliser la chaleur du noyau nucléaire. Donc en retirant ces barres de bore, il va augmenter la puissance du réacteur, qui était limité dû à la trop forte présence de xénon. Je vous laisse sur les détails de la physique nucléaire, mais les ingénieurs vont dépasser les limites de sécurité, ce qui va provoquer des dégâts au réacteur nucléaire et donc une surchauffe du noyau. Cela va entraîner de nombreuses explosions au sein du réacteur nucléaire et donc va endommager nos très chères barres de régulation. Ainsi, le réacteur nucléaire va augmenter sa puissance de façon exponentielle jusqu'au point de rupture, la fission du noyau. Cependant, dans leur malheur, ils ont pris certaines dispositions à leur avantage, comme par exemple protéger les 3 autres noyaux nucléaires qui étaient dans la centrale du feu qui s'était propagé au niveau du 4e réacteur. Heureusement que certaines personnes ont pris de bonnes décisions, ce qui a permis de sauver la vie de millions de personnes. Imaginez si les 4 réacteurs avaient explosé en même temps, ça aurait été une catastrophe mondiale, je sais même pas si on serait encore en vie pour en parler. Bref, revenons à notre 4e réacteur qui était en feu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas tout de suite compris
que le réacteur 4 avait explosé. Ils pensaient juste à avoir des petits dommages au niveau du réacteur et juste un incendie. Durant la nuit, de nombreux pompiers se sont relayés pour éteindre le feu. Cependant, la matière radioactive ne s'éteint pas qu'avec de l'eau. Et ces pompiers qui ont été en contact avec des matières très hautement radioactives succomberont plus tard du fait de la radioactivité. Ce fut les premiers sacrifiés de l'accident, mais bien d'autres en ont suivi. Quelques heures plus tard, l'incendie finira par être éteint grâce à la projection de sable et de bord depuis des hélicoptères. Je suis sûr que vous avez déjà vu ces images d'un hélicoptère qui se crache à la suite que ses palmes se sont pris dans une grue. Ce n'est que le lendemain que les premières évacuations s'effectua, comme la ville de Pripyat. Puis par la suite, une zone d'exclusion de 30 km s'établira. Pendant des mois, des pompiers et des liquidateurs, entre 600 000 et 900 000 jeunes recrutés dans l'URSS tout entier, se relaient dans des conditions catastrophiques sanitaires au contact direct de leur radioactivité pour tenter d'éteindre le feu et ainsi étouffer aussi la fusion du cœur nucléaire. Comme celui-ci menace de s'effondrer, un tunnel de 167 mètres est construit en dessous du réacteur nucléaire pour faire une dalle de béton qui va permettre d'éviter une deuxième explosion, mais au prix de milliers de vies. Et la radioactivité projetée par l'explosion va toucher toute l'Europe. En premier lieu, la Bélarus, l'Ukraine et l'ouest de la Russie, mais aussi pour 53% de la radioactivité dans le reste de l'Europe, comme en Allemagne, en Suède, en Finlande, en Autriche, etc. La France n'est pas non plus épargnée. Les Alpes, la Corse et l'Alsace seront les zones les plus touchées de France. Puis par la suite, il y a eu 30 ans de désinformation déjà dans les pays de l'Est, mais aussi dans nos pays. Il faut savoir que la désinformation, c'est un outil qui est très utile, surtout en Ukraine, et surtout dans la période de la guerre froide en URSS et aux États-Unis. Mais il y a aussi en France de la désinformation, comme le professeur Pellerin, qui est souvent intervenu dans les médias pour minimiser la crise sanitaire en France. En France, il n'y a aucune distribution de pastilles d'iode, ni de prise en charge sanitaire de la nourriture contaminée par Tchernobyl. C'est d'autant plus très étrange, puisque nos voisins européens ont fait le contraire. Ils ont distribué des pastilles, ont pris des normes contre la crise sanitaire au niveau de la nourriture, de l'eau et des contaminations, voies nasales, etc. Mais il faut savoir que le même Pierre Pellerin fera partie du petit cénacle internationaux d'experts en réactivité nucléaire qui s'accorderont sur le nombre de victimes qu'il y a eu à Tchernobyl. Maintenant qu'on a du recul et surtout des informations sur ce qui s'était passé vraiment à Tchernobyl, on peut dire que le professeur Pellerin a menti à la France. Il sera attaqué par l'association française de la thyroïde qui bénéficiera d'un non-lieu en 2011 et il décédera en 2013 blanchi par la justice. Pourtant en France, il existe de très nombreuses preuves du passage du nuage de Tchernobyl au-dessus de la France. La première, la plus flagrante, c'est que les autorités étaient averties, tout simplement. Avant d'être brusquement dessaisie de l'affaire en mars 2011, la juge d'instruction Marie-Odile Berthala-Geffroy avait rassemblé de nombreuses preuves accablantes, notamment dans des ministères eux-mêmes. En 2013 est sortie une étude épidémiologique faite par le professeur Cremonesi en mettant en évidence une augmentation très forte des maladies thyroïdiennes dans les secteurs contaminés, comme par exemple en France, en Corse ou encore en Alsace, qui étaient les secteurs les plus touchés par le nuage de Tchernobyl. Dans les zones les plus contaminées, la catastrophe n'a pas encore fini de sévir et ça fait déjà 30 ans. Parmi les 600 000 à 900 000 liquidateurs présents, un très grand nombre sont déjà décédés ou alors tombés malades de suite de leur irradiation. Il faut s'imaginer que 3,5 millions de personnes vivent toujours dans les territoires contaminés en Ukraine, 2 millions en Bélarus et 2,7 millions en Russie. Certains radioéléments projetés lors de l'explosion sont toujours présents sur les sols et sont donc entrés dans la chaîne alimentaire comme le césium 137 ou le strontium 90, dont l'effet radioactif prendra fin dans 3 siècles. L'accumulation de césium 137 dans l'organisme va de pair avec l'augmentation des risques de cancer et même des cancers présents chez l'enfant comme les maladies cardiovasculaires ou encore les cancers de la thyroïde. Mais il atteint aussi l'ensemble des organes vitaux. Elle provoque également des maladies congénitales comme des cancers, des leucémies, des maladies neuropsychiques, endocriniennes, ophtalmiques, infectieuses ou encore auto-immunes, qui augmente grandement la mortalité périnatale. La désinformation est toujours à l'œuvre concernant l'impact réel sanitaire
de Tchernobyl. Devant l'élévation du taux de maladies congénitales, la seule réponse du ministère de la Santé bélarusse fut de fermer l'unique institut de recherche des maladies congénitales et héréditaires, ainsi que l'Institut de recherche radiopathologique de Gomel. En 2005, le forum de Tchernobyl se tient à Vienne, sous l'égide de l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, avait affirmé qu'à la longue, l'impact de Tchernobyl sur les vies humaines ne serait chiffré qu'à 4000 morts, encore de la désinformation, puisqu'on sait que 600 000 à 900 000 liquidateurs ont été complètement irradiés, et même si on prend que 1% de décès dans les liquidateurs, ça fait plus que 4000. Ils sont même à dire que l'augmentation de décès dans les zones irradiées sont dues à des stress, ou encore de l'alcoolisme, ou encore de la radiophobie, ça n'a aucun sens, et de la détérioration des conditions socio-économiques des territoires irradiés. Pourtant, si on fouille un peu, il y a des recherches qui ont été faites par des scientifiques indépendants et qui montrent des chiffres beaucoup plus élevés. On peut prendre comme exemple une étude qui a été menée par des scientifiques biélorusses et russes sur l'impact et le nombre de vies pris par Tchernobyl. Celle-ci a été publiée dans les annales de l'Académie de sciences de New York en 2011 et qui pointe un nombre de 985 000 morts entre 1986 et 2004. Bien sûr, ici on parle pas du nombre de morts qu'il y a eu en 86, mais on parle des morts prématurées, c'est-à-dire des enfants qui sont décédés aux suites de l'irradiation au fil du temps. Par ailleurs, on voit des choses un peu étranges du côté des ONG qui apparaissent en France, comme le CEPN, qui mettent en place des programmes destinés aux populations à réhabiliter les zones complètement irradiées. Si on réfléchit 2 petites minutes, on va voir sur un diagramme les doses ponctuelles et les doses annuelles que l'on subit, nous en France par exemple, ou alors une radiographie, ou alors ceux qui sont atteints d'un cancer, etc. Les échelles de doses sont marquées en millisieverts. C'est une unité de mesure de la radioactivité sur la biologie. C'est la plus couramment utilisée dans le langage de tous les jours. Donc on peut voir que la limitation, on va dire, c'est 1 millisievert par an. C'est quand même assez peu quand on pense que, par exemple, lorsque l'on prend un Paris-New York, c'est 0,06 millisieverts ponctuels. Et là vous allez me dire, oh mon dieu, lorsqu'on fait une mammographie, on monte à 4 millisieverts ponctuels, et on dépasse largement, même de 4 fois la dose normale par an en France. Il n'y a aucun risque. 4 millisieverts, c'est rien du tout, il n'y a aucun risque. Quand on voit un peu plus bas, il faut avoir 100 millisieverts pour avoir une possible augmentation du cancer. Ce qu'il faut penser, c'est que les millisieverts, peut-être que la radiologie, plus elle est élevée, et plus c'est dangereux, ça c'est sûr et certain, mais aussi il faut prendre en compte le temps d'exposition. Si vous restez 3 minutes à, on va dire, 180 millisieverts, vous ne risquez rien du tout. Si vous êtes, bien sûr, protégé en quelque sorte, un masque à gaz, une combinaison, etc. On va prendre Fukushima, où l'accident s'est produit en 2011, où des doses de 400 millisieverts par heure ont été relevées comme débit de radioactivité. C'est sûr, c'est assez énorme, c'est 4 fois la dose du risque d'augmentation de cancer. Mais il faut rester 1 heure, et c'est énorme. Si vous restez 5 minutes, bon, peut-être que vous aurez des lésions. Je suis pas professionnel là-dedans, mais a priori, c'est pas énorme. Pour revenir à Tchernobyl, on voit que sur notre échelle, il y a 6000 millisieverts qui ont été la dose potentiellement mortelle pour les ouvriers qui étaient à Tchernobyl. Et puis lorsqu'on dépasse 10 000 millisieverts, c'est 100% de mort. Pour revenir à ce que je disais sur les ONG, on a un programme qui s'appelle Ethos, qui s'est appliqué à Tchernobyl, donc en Ukraine, et va être exporté aussi à Fukushima. En fait, ces programmes sont là pour appuyer le retour des populations dans les zones qui sont normalement à risque potentiel pour les humains qui y vivraient dans un long terme. On va parler en 2010 d'un reportage qui a été effectué sur Tchernobyl, qui met une thèse en avant du fait que la nature a repris ses droits et que les animaux y vivent en parfaite harmonie, et donc ça pourrait potentiellement dire que l'humain pourrait réhabiliter ces zones. Mais il y a plusieurs théories de scientifiques, comme par exemple Michel Fernex, qui va à l'encontre complètement de ce documentaire. On va prendre un autre exemple de Timothy Mousseau, qui est un chercheur en Caroline du Sud aux États-Unis, qui a mis en évidence la naissance de malformations chez les hirondelles, mais aussi un impact sur les végétaux et sur la décomposition des végétaux effectuée par les arbres par la radioactivité. Et donc, on a donc une accumulation de bois mort qui n'arrive pas à se décomposer au pied des arbres, et donc un risque de
brasiers et même de feux de forêt dans la zone de Tchernobyl. Et qui dit incendie, dit fumée, et donc dans la fumée est contenu du césium ou du strontium qui serait rejeté dans l'atmosphère, et on va avoir encore des nuages radioactifs. En février 2015, dans une étude menée par le Norwegian Institute Air Research, a ainsi confirmé que les feux de forêt aidaient à répandre de nouveau la radioactivité. Il faut dire qu'on a un bon exemple. Le 28 avril 2015, un feu de forêt s'est déclenché près du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl et a relâché à lui tout seul de 2 à 8% du césium-137 qui était contenu dans les sols. Il y a même des particules radioactives dues à ce feu de forêt qui ont été détectées jusqu'à Kiev. Le réacteur de Tchernobyl contient entre 97% de la radioactivité, et pour cela, il faut le confiner. À l'époque, en 1986, il y a un sarcophage en béton un peu bancal qui a été construit à la va-vite pour éviter d'avoir beaucoup trop de projections. Au vu de l'état de la construction de 1986, qui était un peu bancal, en 2010 est décidé de construire une arche haute de 92 mètres et longue de 246 mètres. Mais en 2013, le toit s'effondre, pas du nouvel, mais de l'ancien sarcophage, donc il faut un peu s'activer. La construction est supervisée par Vinci et Bouygues, à la hauteur de 2 milliards d'euros. L'Ukraine n'y pouvant y contribuer qu'à 8%, le reste est financé par les banques européennes de développement et ainsi que la communauté internationale. Ils ont un problème de fonds monétaires et du coup, ça a pris du retard, et elle va être finalisée et posée au-dessus de la structure de Tchernobyl le 29 novembre 2016. Mais c'est pas tout, il n'y avait pas tout, ils n'avaient pas tout fini de construire, et du coup c'est que début de l'année, là, en 2019, qu'ils ont fini complètement de construire l'arche. Mais ce sarcophage n'est qu'une solution à court terme, puisque le but est le démantèlement total du noyau nucléaire. Cependant, ce type d'opération est extrêmement longue et dangereuse du fait de la radioactivité, et donc va prendre de nombreuses décennies. Pour synthétiser un peu tout ce que j'ai dit, Tchernobyl, ça a été une catastrophe mondiale écologique à long terme. Il y a aussi une catastrophe sanitaire qui continue de sévir encore 30 ans après. On pourrait dès lors se poser la question, mais le nucléaire, est-ce que c'est vraiment sûr ou pas? On a deux exemples, Tchernobyl, Fukushima il y a moins de 8 ans. Ça fait peur le nucléaire, mais est-ce qu'on pourrait en vivre sans? On peut parler donc des énergies renouvelables, l'éolienne, l'hydraulique, solaire, etc. Actuellement on peut se poser la question, en France, est-ce que ça pourrait arriver en France? Est-ce qu'on n'est pas du tout à l'abri de ces genres de catastrophes, puisqu'en France on est quand même à 58 réacteurs nucléaires sur 19 sites. Ces questions sont tout à fait pertinentes et très intéressantes, et je vais vous rediriger vers une vidéo de Hugo Décrypte qui en parle bien mieux que moi. Petit aparté qui n'a rien à voir du tout avec la vidéo, la série Tchernobyl sur HBO est vraiment super stylée. Sur ce, après une très longue vidéo, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à mettre en commentaire vos questions, j'y répondrai, il n'y a aucun problème. Et sinon, à la prochaine.